premier point concerne le champ d'action. On s'occupe uniquement, du dérèglement climatique. Donc c'est l'ODD 13, Objectifs de développement durable de l'ONU, hein. Il y en a plusieurs, mais nous, c'est que le 13. Et à droite, ce que vous voyez, cette grande, roue, c'est ce qu'on appelle les 9 limites planétaires. Donc ça, c'est un centre de recherche en Suède qui a élaboré ça et les scientifiques s'appuient beaucoup aussi là-dessus, l'ONU de plus en plus. Là, ce que vous voyez là, en fait, c'est, un des graphiques le plus positif des scénarios, du GIEC. Donc il y a un groupement qui est une émanation de l'ONU, en fait, sont des scientifiques qui font une synthèse de plus de 10 000 études scientifiques liées à la recherche sur le climat. Alors, il faut bien distinguer le climat et la météo. La météo, c'est vraiment le temps qu'il fait aujourd'hui ou demain, très, très court terme. Le climat, en gros, c'est l'étude de l'accumulation de la météo pendant 30 ans. Et donc, c'est ça, en fait, qu'on appelle le climat et qui va être étudié. En gros, quand on entend plus de degrés, déjà, il faut savoir par rapport à quoi c'est. Plus de degrés, en fait, c'est par rapport à la période 1870-1900, donc ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle. Donc en fait, on va étudier la moyenne de température sur cette période. Donc pour comprendre les pics de chaleur, il faut de nouveau doubler cette valeur. Donc passer de +2 à +4 et de +4 à +8. Et donc au total, passer de +35 degrés l'été à +43 degrés. Vous voyez sur le petit graphique à droite, on voit une bosse. Et en fait, il y a un principe qui est celui de l'inertie thermique. En fait, globalement, alors c'est un peu caricatural, mais l'échelle est quand même là. Si aujourd'hui on arrêtait d'émettre l'intégralité des gaz à effet de serre de la planète, et bien en fait, ça va continuer de se réchauffer naturellement jusqu'en 2050. Et donc c'est dans ce contexte qu'on s'est posé cette question de qu'est-ce qu'on peut faire. Nous, on était des profils entrepreneurs au sens créateur d'entreprise. Et donc le GIEC, dans ses préconisations, nous demande des changements de gouvernance, des changements en termes de consommation, donc réduire la fameuse sobriété, et également de l'innovation pour accélérer ces changements. Et donc de l'innovation, ce n'est pas un synonyme de technologie, c'est des nouvelles façons de faire. Donc trouver des innovations qui ne sont pas des synonymes de technologie. Le niveau de technologie chez Time for the Planet, on s'en fiche complètement. Ça peut aller de la deep tech, donc technologie vraiment de rupture, très, très haute technologie, à la no tech, c'est-à-dire pas du tout une innovation, basée sur de la technique. Ensuite, on va leur adjoindre un profil, entrepreneur ou entrepreneuse, une personne qui sait partir de zéro et transformer une idée en quelque chose qu'on peut, heu, échanger, qui a une consistance, qu'on peut vendre, louer, peu importe le modèle économique. Donc le pari de Time for the Planet, c'est de trouver ces 2 profils et de les assembler. Pendant que le premier, une fois qu'il a rédigé la première page du plan, le second va venir mettre en œuvre cette page et dès qu'il aura fini à construire la première tour, bah, la page numéro 2, elle sera disponible et donc il pourra s'y attaquer et construire le premier mur. C'est vraiment une association de 2 schémas mentaux complémentaires, qu'on vient faire à Time for the Planet. On sait que l'argent permet d'accélérer la création d'entreprises, et ben, on va y apporter massivement de l'argent, on va investir, la thèse, c'est de l'ordre de, 1 à 10 millions d'euros pour créer ces entreprises. La logique, elle est très, très simple, hein, et tout le monde peut la comprendre, c'est qu'avant même qu'il y ait un modèle économique, s'il y a de l'argent qui permet de recruter des gens pour développer l'entreprise, bah, naturellement, elle va se développer beaucoup plus vite. Et on s'est posé cette question: comment est-ce qu'on peut réussir même si on plante les entreprises qu'on crée? Et c'est de là qu'est arrivée, la thèse de l'open source, alors qu'on utilise, en termes de communication parce que tout le monde a un peu des bases autour de ça. L'open source, en fait, c'est le principe est de diffuser gratuitement l'innovation, de donner accès à n'importe qui au fonctionnement de cette innovation, de donner le droit à ces personnes de nous copier, de commercialiser et de modifier, d'améliorer. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce que fait Time, détecter des innovations et les diffuser mondialement, en les transformant en entreprises, en faisant en sorte qu'elles deviennent florissantes, et ensuite en partageant l'innovation pour que ça aille encore plus vite. En gros, le schéma Time for the Planet, c'est celui-ci, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre dans Time for the Planet sous forme d'actionnariat. Donc, il y a au moins une personne ici présente qui est actionnaire, donc qui a fait ce geste-là. Elle est devenue copropriétaire de Time for the Planet. Elle a un droit de vote en assemblée générale. Elle a le droit de prendre part à la vie de Time for the Planet. Elle a un papier qui a une valeur, qui est la valeur de son nombre d'actions achetées. Et ce papier, elle peut le revendre à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, à la différence d'un don, vous pouvez retrouver votre argent.
Ensuite, cet argent dans Time for the Planet permet de créer des entreprises qui décarbonent, qui génèrent de l'argent. De l'argent peut remonter soit sous forme de dividendes, soit sous forme de rentrée-sortie dans les entreprises. En fait, on va valoriser l'entrée de nouveaux actionnaires et ensuite, du coup, récupérer de l'argent pour recapitaliser Time for the Planet. Et avec cet argent généré, on peut recréer d'autres entreprises qui elles-mêmes vont recréer de l'argent, etc., etc. Pour chacune de ces innovations, il y a des scénarios qui sont prévus par des bureaux d'études. C'est comme ça que les bilans carbone sont faits, qu'on appelle la contribution à la neutralité carbone mondiale. Si vous le prenez à une échelle individuelle ou même à une entreprise, c'est pareil. La première étape, c'est de réduire tout ce que vous pouvez réduire, mais en ayant une activité, en étant vivant, vous avez quand même une empreinte résiduelle. Eh ben, en finançant des investissements dans la réduction, vous contribuez à ce que l'ensemble de la vie sur Terre et des entreprises sur Terre ait une émission nette égale à zéro. Ensuite, il y a quelque chose qui est important chez Time, c'est comment on sélectionne ces innovations. C'est qu'on a des milliers d'évaluateurs et d'évaluatrices. Vous pouvez toutes et tous le devenir, ça prend 1 heure. Pourquoi vous pouvez tous? Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances techniques. Cette étape-là, l'évaluation des innovations, ce sont des personnes qui vont évaluer le potentiel des innovations et est-ce qu'elles rentrent dans le champ d'action de Time for the Planet. Nous, il y a 5 domaines qui sont les 5 domaines les plus émetteurs selon le GIEC: bâtiment, agriculture, transport, industrie, énergie. Et sur ces 5 domaines, il y a 4 leviers: sobriété, c'est-à-dire consommer moins; efficience, émettre moins; zéro émission, ne plus émettre; et captation, c'est-à-dire retirer ce qui a déjà été émis. Et donc nous, on s'occupe que là-dessus. Donc le travail des évaluateurs et des évaluatrices, il est là-dessus. Et la magie des sciences fait que, il a été, prouvé depuis quasiment un siècle que plein de gens qui viennent d'horizons différents, qui évaluent quelque chose, en fait, la note finale a la même valeur que celle faite par un ou 2 experts qui ont eux aussi leur propre biais. Donc en fait, on limite les biais et la masse vient compenser la non-qualification potentielle des gens. Mais comme de toute façon, c'est pas l'aspect technique qu'ils évaluent, mais le potentiel, et ben, en fait, ça fonctionne encore mieux. Ensuite, on va aller récupérer le haut du panier de ce qui est ressorti de ces innovations et on va remonter ça à des réseaux d'expertise technique cette fois et à un comité scientifique de Time for the Planet. C'est 14 experts pluridisciplinaires qui, en fait, eux, vont vérifier la faisabilité technique. C'est arrivé une fois dans l'histoire de Time qu'une innovation ne respecte pas des principes de thermodynamique de base. Ça avait quand même passé le premier filtre, mais ça a été retoqué en comité scientifique.